Le podcast Pour faire changement est une présentation de Serra Santé communautaire. Serra, c'est une entreprise de l'économie du don qui vise à rendre les soins de santé privés accessibles à tous grâce à un modèle de redistribution des richesses. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur notre site web serra.ca ou sur notre page Instagram ou Facebook Serra Santé communautaire. Aujourd'hui, Jean-Félix avec vous pour un autre podcast qui a pour thème la dépendance. Il y a quelques mois, j'ai commencé à jouer à un jeu vidéo avec un de mes amis, puis je me suis rendu compte que progressivement le jeu prenait de plus en plus de place dans ma vie, puis je comprenais que c'était vraiment facile de devenir dépendant d'un jeu vidéo. Puis ensuite, je me suis dit, il me semble qu'en temps de pandémie, il y a sûrement beaucoup de gens qui développent des dépendances sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle, puis peut-être même pas nécessairement conscience aussi, que ce soit les Netflix, ça peut être le jeu, ça peut être toutes les boissons, l'alcool, la drogue, ou même ça peut aller à la pornographie. Il n'y a quasiment pas de limite à tout ce qu'on peut être accro. Il y a vraiment beaucoup de choses dans lesquelles on peut fuir notre souffrance ou notre manque de connexion avec les gens autour de nous. Puis c'est un peu de ça que j'avais envie de parler quand j'ai décidé de faire un appel dans mon réseau pour des gens qui vivaient de la dépendance ou qui étaient capables d'en parler, en tout cas, avec clarté, puis qui avaient la mission de contrer ou de vulgariser ce phénomène-là. Puis je suis tombé sur deux personnes vraiment intéressantes que je vais vous présenter. La première, c'est Isabelle Fortier, qui est ostéopathe. Et en mai 2019, elle a malheureusement, tragiquement perdu sa fille d'une surdose. Elle avait à ce moment-là 24 ans. Puis sa fille souffrait de personnalité limite et de troubles anxieux. Puis en même temps que le diagnostic est arrivé, la dépendance fait une entrée dans sa vie. Puis ça l'a évolué malheureusement vers la polytoxicomanie. Isabelle a décidé de vivre son deuil dans l'action, c'est-à-dire qu'elle a entré dans un réseau de femmes qui militent pour arrêter la crise des surdoses avec l'organisme Mom Stop the Harm, ainsi que la décriminalisation et la stigmatisation. Notre deuxième invité, Jonathan Sbrolini, intervenant en toxicomanie, a lui-même vécu des problèmes de dépendance jusqu'à l'âge de 26 ans. Après une thérapie de 3 mois, il a commencé une formation pour devenir entraîneur physique dans le but de jumeler l'approche physique et thérapeutique. Il a fondé le camp Lift, un OBNL qui travaille avec les jeunes de 12 à 17 ans. Il a aussi fondé l'organisation Clean 27 qui travaille avec les 18 à 35 ans. J'ai malheureusement perdu les 3 premières minutes de l'enregistrement où les deux invités vous expliquaient eux-mêmes leur parcours. Donc, on plonge directement dans l'histoire de Jonathan Sbrolini qui vous explique avec clarté et ouverture et authenticité son histoire à lui. Donc, je vous souhaite un bon podcast. Mon expérience, quoi dire sur l'expérience personnelle? Peut-être revenir un peu à ton expérience à toi. En temps de pandémie, pas beaucoup de contacts sociaux, le contact social à travers un écran, à travers un jeu, qui prend plus de place, qui prend plus de temps, qui éventuellement nous fait sentir d'une certaine manière, qui est désagréable en quelque sorte. Qui est dur à identifier au début. C'est l'expérience d'une dépendance au début qui se développe. C'est la même chose pour moi avec la drogue puis l'alcool. Quelque chose qui était très plaisant et me permettait de connecter avec mon entourage est devenu quelque chose de déplaisant et désagréable. Et non seulement pour moi, mais beaucoup pour mon entourage, à qui je faisais vivre beaucoup d'émotions désagréables. Beaucoup de peine, beaucoup de honte, beaucoup d'angoisse, beaucoup de tristesse, de confusion. Puis je dirais aussi qu'au début, c'est encore agréable à quelque part. Même s'il y a un impact négatif sur mon entourage, même s'il y a un impact négatif sur mes responsabilités de vie, sur mes finances, sur mon travail, il y a quand même une nonchalance qui s'installe, qui est quand même assez vicieuse, un genre de je m'en foutisme, là, un genre de rébellion adolescente qui persiste à l'âge adulte. Puis moi, ça m'a suivi pendant longtemps. Puis je te dirais que ça se maîtrise d'une certaine manière, puis ça devient comme un super pouvoir, j'aime dire. Parce que ça m'a permis aussi d'affronter l'adversité d'une manière saine, comme par exemple des gens qui me disaient que je ne pourrais pas accomplir certains projets ou me disaient que c'était trop prenant ou que j'avais besoin de plus de compétences, etc. Puis, j'ai trouvé des stratégies
autre. J'ai dû devenir créatif, puis j'ai dû rebeller contre ces gens-là et avancer avec une tête dure. Puis finalement, il y a des beaux projets qui ont émergé de ça. Là. Mhm. Ouais. Toi, c'était quoi, mettons, c'était l'alcool, puis genre quelle drogue que Ben, t'utilisais? le mot est utilisé polytoxicomane. Ok. C'était pas mal. Il y a une manière de vulgariser ça. On dit all dress. Fait que c'était pas mal. Au début, c'est plus cannabis, alcool, puis éventuellement, il y a la phase, pour moi, là, ça a été cannabis, alcool au début. Éventuellement, les hallucinogènes, petite phase hippie, un peu psychédélique, qui est encore très le fun. Puis éventuellement, c'est des drogues qui sont plus stimulantes, les amphétamines, cocaïne, etc., pour garder réveillé la nuit puis continuer à faire la fête, tu sais. Puis c'est vraiment là où est-ce que ça a pris une gravité majeure. Là. C'est devenu plus dangereux, c'est devenu des comportements beaucoup plus toxiques. Ouais. Ça, c'est juste par... pas par expérience, mais par rumeur, je dirais. On dirait que c'est quelque chose qui est quand même répandu dans le milieu de la restauration et des bars, tu sais. Je veux dire, c'est un milieu dont la clientèle est là-dedans. Fait que ouais, tout à fait. Ça touche. Fait que, est-ce que c'était pas nommé, tu sais, parce que dans le fond aussi, tu dois sentir que c'est comme normal parce que beaucoup de gens autour de toi le font, tu sais. Fait que, à quel point toi, tu te sentais, tu sais, comment t'as fait pour te réveiller puis te dire comme, là, c'est pas normal. Même si c'est pas normal pour les autres, c'est pas normal pour moi non plus. C'est dur de répondre à cette question-là avec une réponse. Là. C'est plusieurs choses, plusieurs phénomènes qui se passent en même temps. Ça va être... tu peux nous éclairer sur... Ben, il y a des défis, il y a des défis avec la justice, il y a des intoxications où est-ce que j'ai agi comme un imbécile, puis je me suis mis dans des situations très difficiles. Il y a aussi des relations interpersonnelles qui sont extrêmement houleuses, tu sais. Il y a des trahisons en amour, il y a des manipulations, des mensonges, etc. Puis je pense que c'est peut-être ça, tu sais. C'est comme un gros château de sable ou un château de cartes qui se bâtit après des années, puis à un moment donné, ça prend juste un petit coup de vent, puis ça disparaît, là. Ça s'effondre plutôt. Fait que, tu sais, des problèmes avec la justice, problèmes de santé, problèmes avec mon entourage, problèmes de finances. Problèmes de finances, je le dis souvent, je vais juste donner un exemple flagrant de comment je suis en perte de contrôle puis totalement irresponsable. Je vais à la banque pour aller chercher un emprunt pour acheter un automobile. Mais finalement, je reçois 10 000 $ que j'achète aucune automobile avec. Je dépense complètement en consommation. Puis je fais la fête pendant 2 semaines vraiment intensément. Puis je suis très généreux pendant ces 2 semaines-là. Puis j'ai beaucoup de plaisir. Mais les années après de repayer cette dette-là, ça donne un exemple de comment je suis désorganisé dans ma tête, tu sais. Fait que c'est des petits exemples comme, ben, je dirais pas petit, c'est quand même un gros exemple dans ma vie, mais une accumulation de tout ça, tu sais, finalement. Ouais. Ben ouais, puis, mais est-ce que tu sentais que tu avais du monde autour de toi qui vivait les mêmes trucs, genre, ou tu sais, tout le monde est une phase différente, puis il y en a qui deal mieux avec ça, puis qui le laissent pas paraître, genre, puis... Ouais, c'est quand même... On finit par en rire de ces trucs-là, tu sais. Puis maintenant, je regarde ça, ou quelqu'un me partagerait cette histoire-là, je trouverais pas ça drôle du tout, tu sais. Je serais plus dans l'empathie et la compassion, puis dans l'écoute de, OK, ouais. Puis essayer d'amener la personne à vivre cette expérience-là dans la réalité, tu sais, pas dans une sorte de fantaisie comme moi. C'est clair, parce que, tu sais, je veux dire, quand il y a plein de monde qui vivent ça, c'est facile, j'imagine, d'être dans le déni puis de pas voir la gravité de la chose, tu sais. Ouais. Comme si, en même temps, tu peux être dans le déni, mais tu peux être dans l'acceptation, mais j'imagine qu'à ce moment-là, de ta vie, t'étais pas nécessairement dans « j'accepte qu'est-ce qui m'arrive présentement ». C'est ça, puis il y a aussi, tu sais, ça a été dit que ta fille, au début de son adolescence, a commencé à consommer. Est-ce que la dépendance s'est installée rapidement dans la vie, tu sais, d'une jeune personne qui commence à consommer? Pour moi, je crois que oui, définitivement, il y avait déjà ce schéma-là en moi. Puis ça prenait n'importe quelle substance qui m'amenait à une sensation agréable ou un comportement.
Puis c'était déjà done deal, là, tu sais. Fait que à partir de ce moment-là, tout était pas mal banalisé, puis dans le déni, puis dans la normalisation. Puis drôlement, ben, on s'entoure souvent de gens qui sont dans la même vibe, tu sais. Puis de parler de normalisation dans la restauration, puis dans les bars, puis dans les clubs, c'est... tu sais, ouais, totalement. Les gens... Quand je suis entré en centre de désintox, puis ensuite en centre de réhabilitation pendant 3 mois, souvent, je pensais aux gens avec qui je me tenais, puis je me disais, ça leur ferait tellement de bien d'être ici avec nous autres en ce moment. Puis des fois, je croise de ces personnes-là, maintenant, après quasiment 8 ans de sobriété, puis ils sont à la même place, tu sais. Puis, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans du jugement face à ça, mais c'est juste... il y a une certaine normalisation, puis un rassemblement de lifestyle très toxique qui se fait dans ces moments-là. Mais parce que toi, dans le fond, tu as de la compassion pour Fait eux parce que tu te vois où tu étais avant. Puis... Ouais, puis tu sais, juste cette grosse phase de déni finalement, là, que clairement, ça fonctionne pas super bien, puis ben, que la personne avance à son rythme avec ses capacités puis ses moyens, puis en ayant l'espoir de un jour peut-être qu'il va avoir un éveil, là, d'un alignement de circonstances de vie qui vont faire en sorte que la personne va se réveiller. Puis pour plusieurs, ça arrive jamais, tu sais, malheureusement. Puis toi, genre, toi aussi, tu as été dans l'action en sortant, parce que là, tu as 2 projets qui sont en lien avec ça. Fait que est-ce que ça t'aide, genre, aussi, tu sais, à quelque part, parce que j'imagine que, tu sais, quand t'es en train de... Dans le recovery, genre, tu veux, comme... garder ça loin, mais en même temps, de le conscientiser, tu sais, c'est où, puis est-ce que là, je suis proche ou est-ce que je suis loin, puis... Puis il y en a qui pourraient être juste comme dans non, ça je touche plus, puis ils bloquent quelque chose en dedans d'eux qui fait que genre ils veulent même plus y penser, ils se tiennent loin, mais toi, vu que ça continue de vivre à l'intérieur de toi parce que t'es là-dedans au quotidien, j'imagine, ben comment tu vis ça après, genre. Comment je vis ça? Moi, j'ai choisi de vivre ça de très près, pas de loin. C'est ça. À tous les jours d'être exposé à ça pour me rappeler d'où je viens, puis pas d'oublier toute la souffrance que j'ai causée à mon entourage. Pas pour me faire vivre la honte ou la culpabilité, mais juste d'être proche de cette phase-là de ma vie qui ressemble drôlement à celle des gens que j'accompagne dans mon travail, là. Fait que mes projets, ben, être dans l'action, oui, définitivement. Je pense que le cycle, les différents mouvements thérapeutiques ou approches thérapeutiques en réhabilitation, à la fin, il y a souvent une phase de contribution, de redonner au suivant. Puis moi, j'ai choisi de m'investir totalement dans cette phase-là de mon développement, puis en sachant très bien que ça allait me garder un peu dans une forme d'intégrité. Je peux pas perdre la face, là. Je peux pas replonger, puis après ça, rentrer au travail, puis accompagner des jeunes, puis leur dire, leur parler des risques liés à la consommation. Si je suis en train de me péter la face dans un club jusqu'à 4 heures du matin, là, ça n'a aucun sens. Fait que je me suis forcé un peu à être dans un environnement que j'ose dire sécuritaire pour moi, tu sais, d'être enligné tout le temps, pas en ligne droite, là, tu sais, c'est un peu sinueux dépendamment des jours, mais ouais, de me forcer à être dans ce contexte-là, puis de faire ma place d'une certaine manière, puis de créer un système où est-ce que je peux avoir un impact, puis aussi certains revenus, tu sais, associés à ça, puis, tu sais, faire du bien à moi, à ma famille, puis aussi faire du bien à l'humanité, finalement. Là où est-ce que je peux servir en reconnaissant aussi mes limites, là. Ouais. Puis en ce moment, mettons, dans ces temps-ci ou dans la dernière année, comment tu te sens par rapport à... Comment tu sens ça proche, mettons, que ça pourrait te réarriver de rembarquer là-dedans, genre? J'ai une tête très dure. Une tête très, très dure. Fait que non, je sens pas proche du tout à risque d'une rechute, qu'on dit, là. Non, je suis entouré de gens sobres. Je participe à des mouvements de 12 étapes. J'ai, depuis 6 mois, commencé un groupe de jeunes hommes de 18 à 35 les lundis soirs.
pour autre chose que la dépendance. C'était plus en réaction au mouvement MeToo puis les dénonciations des jeunes hommes qui avaient été dénoncés pour des comportements toxiques puis qui n'avaient aucun cheminement suite à ça, qui n'avaient aucun développement thérapeutique. Fait qu'on a créé un espace pour ça. Wow. Puis voilà, tu sais, c'est ça ma vie. Je suis dans le communautaire, je suis dans l'action, puis j'essaie de contribuer. Puis drôlement, ben, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens aussi dans cette vibe-là, tu sais. Puis il y a des belles communautés qui se rassemblent autour de cette idée-là de redonner au suivant, puis d'être au service. Wow, c'est cool. Peut-être une dernière question avant qu'on passe à Isabelle. J'ai essayé de faire une passe plutôt. Mais après, tu sais, on va savoir une partie de ton histoire, on va savoir une partie de la sienne, puis on va pouvoir faire des liens. C'est ça que je réalise, là, ça va être cool. Fait pas de problème. Mais je me demande, genre, tu dis que tu as l'air de vivre un peu de culpabilité par rapport aux gens à qui t'as fait du mal dans cette période-là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, à quelque part, on fait du mal au monde autour de nous, même quand on n'est pas dans la dépendance, là, tu sais. Moi, je le réalise aussi ces temps-ci, puis j'ai envie de penser ces blessures-là, tu sais, même si les relations, ils n'existent plus vraiment, genre, puis... Ou en tout cas, ils sont faibles, tu sais. Mais toi, as-tu fait un chemin actif par rapport à ça personnellement, genre, ou t'as fait un chemin par rapport aux personnes que tu sens que t'as blessé, genre, puis qui t'a causé du mal? Ben, c'est les deux, simultanément. Il y a j'aime le modèle 12 étapes parce que c'est très spirituel pour moi. Puis dans une des étapes, puis aussi dans les processus thérapeutiques, il y a un moment où est-ce qu'il y a à réharmoniser, en anglais on dit social re-engineering. Fait que c'est de harmoniser tes relations interpersonnelles. Ça veut dire s'il y a des relations encore existantes dans ta vie, ben d'essayer de faire un processus de pardon, puis de compléter cette relation-là ou toutes les émotions désagréables entre ces deux personnes-là. Dans les 12 étapes, cette étape-là, que j'ose dire, c'est un processus thérapeutique en lui-même, les 12 étapes. Il y a, je pense que c'est la 8e étape que c'est rendu les amendes honorables. Où est-ce que tu es supposé aller voir les gens que tu as lésés, puis essayer de réparer là où possible. Et si pas possible, ben de faire du travail sur soi-même pour ne plus jamais que ça puisse arriver, ces situations-là. 8e étape sur 12. Ça veut dire qu'il y a un gros travail en amont avant de se rendre à ce moment-là de demander pardon à l'autre. T'sais. Parce que le moment de demander pardon, c'est pas pardonne-moi s'il vous plaît pour toute la merde que j'ai causée dans ta vie, c'est plus dis-moi comment tu te sens puis je suis prêt à t'entendre. Ouais. Puis ça, c'est majeur, là, d'avoir cette capacité d'écoute-là, ça prend du gros travail. Là. Ça demande de la force à l'intérieur. Là, être capable de recevoir cette charge-là sans réagir, sans retomber dans les schémas du passé, sans être sur la défensive, c'est énorme. Puis je parle pas comme être sur la défensive nécessairement vocalement, puis d'argumenter ou de justifier, ou etc. D'être sur la défensive à l'intérieur, d'être capable de recevoir cette charge-là, puis de renvoyer de l'amour puis de la compassion à la personne qui dit que tu l'as blessé finalement. C'est énorme. Ah ouais, c'est clair, j'ai fait, oui, pour répondre à ta question, j'ai fait une partie de ce processus-là. Puis il y a des personnes que j'ai pas eu nécessairement la chance de le faire. Puis je suis ouvert à n'importe quel moment de ma vie où est-ce que ce moment-là va se présenter. Puis je suis pas dans la recherche de ces gens-là pour essayer d'avoir ces conversations-là. Je pense à une personne en particulier, une ex-copine. Puis quand ça arrivera, ça arrivera. Là. Je vais être prêt. Mais oui, il y a beaucoup de travail qui a été fait sur ça. Puis eux aussi, de leur côté, ils ont du travail à faire, tu sais, puis à ouvrir, puis à être prêts à parler de ça. Fait que ça, c'était pas le contrôle là-dessus nécessairement. Là, exactement. Ouais. En tout cas, c'est vraiment honorable de ta part, puis c'est super intéressant, tu sais. Je pense qu'on pourrait vraiment plonger dans chacune de toutes ces étapes-là, tu sais. Mais là, on partirait pour un bon petit bout, où on pourra peut-être le faire. Ouais. Une série, ben il y a déjà quelqu'un qui le fait, là, tu sais. Je pense qu'il y a des podcasts spécialisés là-dessus, que tu me disais tantôt. Des partages personnels de gens en recovery, Cold turkey. Ouais. Puis j'imagine qu'ils parlent de ça un peu, là, tu sais. Ils sont rendus dans en anglais, il y a Russell Brand, le comédien, qui fait une très bonne job à vulgariser les étapes, puis c'est quelqu'un d'intéressant. Si les auditeurs en ce moment entendent Russell Brand et sont confortables avec écouter un podcast en anglais, c'est une bonne personne à aller écouter. Il y a toujours des invités hyper intéressants aussi. Oui, super intéressant. Il faut comprendre l'anglais, par exemple. Il faut comprendre l'anglais, ouais. Puis il parle vite, hein? Il parle très vite. All right, merci, Jonathan. L'accent british aussi. Merci de ce partage-là. Ça fait plaisir.
All right. Maintenant, on rentre dans quelqu'un qui était dans l'autre côté, tu sais. C'est ça qui est intéressant, tu sais. On a comme le partage de quelqu'un qui était dans l'addiction, tu sais. Puis là, on a comme quelqu'un qui était à l'extérieur, puis qui a vu ça, puis qui vit comme l'autre côté de la médaille, tu sais. Qui est pas plus facile non plus, là, dans des cas... Non, parce que c'est ça, quand tu vois ton enfant, dans le fond, tu l'as mis au monde pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit en santé, et puis de le voir, de voir ton enfant, c'est ça, tomber un peu vers, puis glisser vers quelque chose qui est malsain, c'est difficile, tu sais. Je travaille aussi beaucoup avec des parents. On a un groupe, on a parti un groupe Facebook en parallèle au groupe Mom Stop the Harm pour un peu desservir la population francophone, là, parce que beaucoup de choses qui se passent dans l'Ouest canadien, mais on avait besoin de créer cette ressource-là. On fait des rencontres Zoom une fois par mois. Puis on a des parents endeuillés, mais on a des parents aussi qui ont des adultes, des enfants adultes qui souffrent de dépendance, souvent avec des gros troubles de santé mentale aussi, là, parce que santé mentale et toxicomanie, c'est souvent main dans la main, malheureusement. Et malheureusement, c'est encore trop souvent traité en silo. Donc, dans les approches de traitement, il faut vraiment comme intégrer les deux. Mais ces parents-là, ils sont totalement dépourvus, ils sont sans ressources, ils sont épuisés, ils savent pas quoi faire. Souvent, ils ont vu les portes tournantes. L'enfant rentre en détox, ressort ou va en traitement pour santé mentale, ressort, jamais pris en charge. Ça coûte cher. C'est ça. Des fois, la personne qui est toxicomane, dépendante, est peut-être pas prête à entamer un processus de changement. De changement, c'est ça. Donc, moi, je vois beaucoup de parents, c'est ça, qui se battent, puis qui s'en veulent, puis qui se culpabilisent, puis tout ça. Fait qu'on essaye un peu de les aider là-dessus. Moi, ma fille, c'est sûr que son diagnostic de santé mentale est venu assez tardivement. Ça a été vraiment à l'âge de 18 ans où là, on a eu comme un mot pour comprendre ce qui se passait avec elle. C'est une enfant qui a été toujours intense, là, tu sais, puis les relations interpersonnelles en dents de scie, tu sais, les crises pouvaient passer, tu sais, d'un moment heureux à un moment hyper malheureux dans la même journée. Quand on comprend pas ce qui se passe au niveau de la santé mentale, on peut pas, justement, accompagner, je pense, adéquatement, tu sais, la personne. Elle, la dépendance, c'est ça. Elle avait consommé, commencé par le cannabis, ensuite les amphétamines. Elle a consommé de l'héroïne à l'âge de 17-18 ans parce qu'elle était en relation avec quelqu'un qui était héroïnomane, qui était sous un traitement de méthadone à l'époque, mais elle est partie vivre avec. Puis on a su par la suite qu'elle avait consommé de l'héroïne aussi, mais non, maman, faites-en pas, j'ai pas de problème avec ça, je peux ne pas consommer, ça me dérange pas, moi. On a eu des discussions là-dessus. Là, tu sais, cégep, université, parce que ma fille était quand même à l'université, elle entamait sa 4e année en droit et développement international à Ottawa. Fait que, c'est quand même un programme qui est exigeant. C'est un double programme, tu sais. Elle s'en mettait beaucoup sur les épaules aussi. Tu sais. C'est une personne, quand on comprend un peu les troubles de personnalité limite, c'est ça. Ils se déprécient beaucoup, mais ils veulent tellement faire tout en même temps aussi qu'ils sont mal équipés. Et les 3 dernières années de sa vie, c'est ça, c'était vraiment en dents de scie. Sa santé mentale, c'était pas jojo. On a réussi à la faire traiter en thérapie. C'est souvent la thérapie cognitivo-comportementale, ouais. Behavioral, c'est ça, je l'ai plus en anglais, c'est ça. Mais encore là, il faut que la personne soit prête à faire des étapes de changement. Puis elle était beaucoup dans le déni encore. Et aussi la pensée magique de dire « je suis capable de m'en sortir seule. » Il y a ça aussi. Et puis là, prescription d'activants pour son anxiété. On a su après sa mort, ses activants, elle les écrasait, puis elle les sniffait.
Il y a toutes sortes de choses qu'on a su après sa mort, tu sais. Puis on se dit souvent, tu sais, mais si on l'avait su, puis moi, des fois, je me dis, si j'avais su tout ce que je sais maintenant, j'aurais été mieux équipée pour l'aider, mais bon, la vie fait des choses de cette façon-là. Donc, pour Sarah-Jeanne, c'est ça, la dernière année, là, ça a été difficile. Puis c'est ça, en relation avec quelqu'un aussi qui consommait. Lui, c'était des stimulants. Fait que, tu sais, descendre à Montréal la fin de semaine, passer la fin de semaine avec lui, être sur les stimulants, tomber sur un down le lundi, être déprimée, tout ça, anxieuse parce que là, les travaux à l'école, puis tout ça, à l'université. Fait que ça a été comme la dernière année et demie, je dirais, puis les derniers 6 mois assez difficiles. Tu as parlé tantôt, Jonathan, tu sais, quand on est jeune puis qu'on commence à consommer, on ne peut pas savoir, dans le fond, hein, si on a une prédisposition à ça, on ne le sait pas. C'est un peu ça le travail qu'il faut faire avec les jeunes, tu sais, c'est que si tu consommes, tu ne sais pas si tu vas accrocher ou non, tu sais. Il y a des gens qui consomment puis qui n'ont aucun problème avec la consommation, qui vont, tu sais, une fois de temps en temps... petite amphétamine d'un rave ou tu sais, oui, un petit joint la fin de semaine, une petite bouteille de vin. Oui, c'est ça, le vin, la même chose. Ouais. Qui n'auront pas de problème, mais tu ne sais pas comment ton cerveau et ton système fonctionne. Fait que tu peux devenir comme... Puis, mon copain, qui a eu un problème de consommation, qui est allé en thérapie, puis qui a refait de l'intervention auprès de jeunes étudiants en médecine par la suite. Juste pour donner un petit scoop, mais il m'avait expliqué, il m'a donné une image, dans le fond, de la dépendance. Il dit, dans le fond, on est tous, tu sais, pilotes de notre avion. Donc, on a notre plan de bord, notre plan de vol, on sait combien de gens on a, combien de temps ça va nous prendre, tout ça. La dépendance, c'est le terroriste qui fait irruption dans la cabine. C'est vrai. Mais je trouve ça tellement, tu sais, visuellement fort que c'est comme, je l'utilise souvent. Le terroriste, c'est ça. Est-ce qu'on peut se mettre en gang pour, tu sais, l'abattre ou le maîtriser? Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, tu sais, on ne sait pas. Mais quand le terroriste entre dans la cabine, tu n'en as plus de plan de vol. Il n'y a plus de priorité, tu sais, de manger, te lever le matin, te laver, d'aller travailler, de prendre soin des gens autour de toi, ça n'existe plus. C'est le terroriste qui a pris contrôle. Fait que je trouve que l'image est puissante. Tant qu'il ne se lève pas non plus, tu ne sais pas qu'il est dans l'avion. Là, c'est ça. Ouais. Ça peut être n'importe qui. Exact. Puis ça peut arriver à n'importe quel moment de ta vie. On parle de pandémie présentement, de rupture, dans le fond, du tissu social, parce qu'on n'est plus capable de faire des activités qui nous plaisent, tout ça. Fait que là, on se rabat sur... Moi, j'ai vu dans mon cercle, plus ou moins élargi, mais des gens qui se mettent à boire un petit peu plus. Puis, tu sais, l'alcool, c'est légal. Fait que les gens pensent que... Il n'y a pas de problème avec ça, tu sais, mais c'est une dépendance, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis là, à cette heure, ça va devenir, c'est juste du cannabis, parce que là, c'est légal aussi, tu sais. Mais... C'est ça. Mais ça nous la responsabilité nous revient, tu sais. Puis c'est là que des gens comme vous qui font de la prévention, il faut qu'ils le disent aussi, tu sais. Puis, mais on ne le sait pas. Tu sais, le jeune, puis on dit souvent qu'un jeune, son cerveau, hein, jusqu'à l'âge de 25 ans, on devrait comme repousser l'expérience des drogues le plus longtemps possible parce que l'impact au niveau physiologique, au niveau neuro, est tellement important que c'est ça. Fait qu'il faudrait comme repousser. Fait que nos jeunes, dans le fond, c'est ça, il faut leur trouver des projets qui vont les stimuler, dans lesquels ils vont s'émanciper, dans lesquels ils vont trouver du plaisir parce que la drogue, c'est pas seulement un échappatoire, mais c'est une source de plaisir. Tu l'as très bien décrit. Toi, ça a commencé comme ça, tu sais. C'était le fun, puis c'était plaisant, puis à un moment donné, oups, ça dérape, puis c'est plus plaisant. Non. Dans le cas de ma fille, je pense, la consommation, ça a été pour aussi, tu sais, se fondre dans le groupe, sentir qu'elle appartenait à un groupe, mais c'était aussi beaucoup plus pour apaiser une souffrance intérieure. Tu sais, quand on comprend un peu le trouble de personnalité limite, c'est cet immense vide-là qu'on doit combler, tu sais. Bref... Je vais du coq à l'âne. Non, mais c'est correct. Puis moi, j'essaie juste de m'imaginer à quel point le sentiment d'impuissance, genre d'une mère face à tout ça, tu sais,
je sais pas à quel point tu étais proche des événements ou c'est des trucs que tu as entendus, mais ça doit être vraiment une souffrance assez incroyable. Là, C'est sûr, c'est difficile. Les 4 dernières années, elle vivait à Ottawa avec son père. Fait que je pense que papa a beaucoup plus de difficultés, je pense, à passer au travers de tout ça parce que lui, il l'a vu, tu sais, jour après jour, puis il me disait encore dernièrement, tu sais, ça se passait sous mes yeux. Pourquoi j'ai pas été capable de voir ça, tu sais? La culpabilité. La culpabilité, ouais. c'est ça. Moi, quand on étudie justement en prévention, puis en traitement de la dépendance, puis surtout avec les troubles de santé mentale, je suis en train de faire un cours sur la santé mentale et le traitement de la toxico. Puis dans le TPL, on parle souvent de mother problems. Tu sais, c'est des vieux concepts en psychiatrie, tu sais, DSM-4 et après, mais tu sais, là, je parlais de ça avec mon copain, je dis, moi, pourquoi qu'on dit toujours, c'est le problème de la mère, tu sais. Puis là, il dit, ouais, pourquoi c'est pas aussi le problème du père, tu sais, la relation avec l'enfant, bref. Ben, ça l'est et tout, là. C'est ça, oui. Ouais. C'est sûr. Tu sais, en psychiatrie, c'est ça, là, on a collé assez rapidement TPL, tu sais, il y a un problème de contact avec la mère ou une mère qui a été absente. L'attachement. C'est ça, tu sais. Oui, j'ai peut-être été, à certaines périodes de ma vie, peut-être plus ou moins proche de ma fille, mais moi, je suis une fille, tu sais, que c'est comme, bon, arrête de chialer, puis mets tes bottes, puis marche, tu sais. Mais Sarah-Jeanne était plus vulnérable, donc elle, pour elle, c'était pas faisable, tu sais. Fait que on a eu, c'est ça, nos moments, mais du moment où j'ai eu le diagnostic, j'ai dit, OK, bon, parfait, il faut que je change ma façon de réagir face à ces comportements ou à ces réactions. Fait que notre relation a changé. Fait que dans les dernières années, on s'est rapprochés plus. T'sais. Mais un TPL, c'est ça, c'est pas évident. C'est pas évident, mais en même temps, tu sais, je veux dire, tu racontes que tu vas dire, mettons, qu'un certain trait de ta personnalité pourrait expliquer à quelque part que ça t'est arrivé, mais, tu sais, je veux dire, ça aurait pu être, tu sais, n'importe quel parent peut se reconnaître dans ça, premièrement. Puis deuxièmement, il y a des enfants aussi qui vivent des trucs pas mal plus trash que ça, puis qui se relèvent, puis qui, tu sais, c'est comme il y a l'aspect de résilience, tu sais, puis je pense que toujours, tu sais, moi j'ai 2 enfants. Mes 2 enfants, mon fils a 4 ans plus jeune que Sarah-Jeanne. Il a vécu les mêmes expériences et nous, on a vécu aux États-Unis. Fait qu'on est parti du Québec. Sarah-Jeanne avait 4 ans et demi, 5 ans. A commencé la maternelle là-bas, tu sais, pitché dans un milieu anglophone. Fait que la pauvre petite, elle comprenait comme 2 mots la première journée d'école, mais au bout de 6 mois, elle était bilingue, là. Puis on a dû revenir au Canada. Elle avait 13 ans. Fait que ça a été difficile de le pousser. Fait que c'est de l'adaptation. Puis mon fils, lui, a vécu la même chose. Puis il consomme pas. Il dit, maman, moi, le pot, ça me fait pas. Tu sais, fait que c'est ça. Il y avait déjà comme une prédisposition chez elle qui fait en sorte qu'elle était plus vulnérable. Puis que certains événements de la vie, pour elle, ça passait pas. Tandis que quelqu'un de plus résilient, comme tu dis, va passer au travers de ça sans problème, tu sais. On ne sait jamais, tu sais. Oui, mais tu sais, c'est... Moi, je connais pas beaucoup de théories sur la dépendance, tu sais, mais le seul truc que j'ai vu puis qui m'a vraiment marqué, c'est une vidéo sur YouTube sur l'addiction, puis c'est un nom pas prononçable, là, Kurzgesagt, là, quelque chose comme ça, là, je pense que c'est Kurzgesagt, quelque chose comme ça. Là. Ils font des très bons vidéos, puis, des petits dessins. Hein, puis en 5 minutes, là, faut que tu le regardes genre 14 fois pour comme saisir toute l'information. Mais en gros, ce qui tend à dire, c'est que ce qu'on sait de la dépendance semble être erroné, tu sais, puis que la dépendance, on a longtemps cru que c'était un phénomène neurobiologique, là, tu sais, dans les neurotransmetteurs, puis que finalement, ça serait peut-être un petit peu plus que ça par rapport au point de vue social aussi, tu sais, que tu sais, ils faisaient des expériences sur les rats, que les rats seuls, tu sais, dans leur cage, ils prenaient, tu sais, il y avait le choix entre de l'eau, puis genre de l'héroïne, puis là, ils prenaient full d'héroïne jusqu'à en mourir, mais quand ils étaient comme dans un endroit social, puis qui était heureux, ben là, ils en prenaient quasiment plus. Puis ensuite de ça, ben, tu sais, ils parlent d'exemple du Vietnam, tu sais, que
Il dit que les soldats, ils étaient full. Il y avait beaucoup de drogue là-bas, puis d'héroïne. Puis là, tout le monde aux États-Unis était comme, OK, on va avoir un pays de drogués quand ils vont tous revenir. Mais quand ils sont revenus dans leur famille, dans des milieux qui étaient plus aussi hostiles, ben là, il était correct. Puis après ça, il dit, il y a plein de monde qui prennent des trucs qui ressemblent à de l'héroïne à l'hôpital quand ils ont des chirurgies de la hanche. Puis ça fait pas d'eux des drogués. Fait que, est-ce que, c'est comme si c'est une grosse question, puis je me demande à quel point c'est prouvé ou c'est démontré qu'il y a des gens qui ont une prédisposition versus d'autres, ou c'est un genre un concours de circonstances, de genre il y a quelque chose qui a été conditionné dans le cerveau, puis là c'est le déconditionner, ça c'est ultra tough. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez. Tellement de choses dans ce que tu viens de dire. dire. Tellement de choses dans ce que tu viens de dire. Park. C'est Rat Park, c'est un c'est TED ça. Talks qui est résumé en 5 minutes que tu as vu sur la vidéo. Le truc de Vietnam, ça a été challengé en passant. Ah ouais? Les gens qui sont revenus traumatisés de la guerre, qui étaient déjà accros à l'héroïne, il y en a plusieurs qui sont devenus itinérants puis qui avaient des problèmes qui se sont suicidés finalement. Fait que ça, ce morceau-là a été challengé, mais le truc intéressant, c'est justement la connexion versus la sobriété. Ça, je trouve ça intéressant. Puis je trouve ça très pertinent d'en parler aussi. Puis surtout en temps de pandémie, avec l'isolement qu'on vit, je pense que j'ose dire que la plupart des gens n'écoutent pas à 100% les consignes puis connectent encore leur entourage immédiat en restant dans une petite bulle, là, je pense. Puis je pense que c'est important encore d'avoir ces contacts sociaux-là, mais je pense que les phénomènes de dépendance sont croissants en ce moment. C'est sûr que ça augmente les phénomènes de santé mentale. On voit les sorties, les articles, on voit les journaux, les médias qui en parlent. C'est juste la pointe de l'iceberg. Puis ça fait longtemps que c'est la pointe de l'iceberg qu'on connaît. Il y a beaucoup de choses qui sont pas dites ou pas diagnostiquées. Ça arrive tard dans l'âge. Les programmes gouvernementaux que finalement nous autres on finance avec nos taxes ne sont pas suffisants pour les services qu'on reçoit. C'est des listes d'attente interminables. C'est des services privés qui vont se développer, qui vont avoir des coûts faramineux. C'est le Far West en ce moment. Puis là, on a un tsunami de problèmes qui s'en viennent, puis on a un réseau qui n'est pas prêt pour l'affronter. Fait que l'affaire de connexion, je pense que c'est le champ d'intervention qui est le plus facile pour les individus puis leur entourage, c'est de se rappeler, de connecter, puis de travailler sur leurs relations interpersonnelles, puis leur manière de communiquer, leur manière d'écouter, puis de travailler des outils de communication, parce que je pense que ça peut être travaillé en amont, puis ça peut peut-être prévenir justement une sorte d'intensification du problème. Peut-être qu'on peut le désamorcer plus tôt. On n'est tellement pas justement dans un système préventif au niveau de la santé. Puis c'est là que, comme tu dis, c'est ça, travailler en amont, travailler avec nos jeunes. Juste une petite aparté, Johan Hari, qui a c'est lui, TED Talk, justement, The Solution to addiction is connection. Ouais, not sobriety. Il dit not sobriety. Ça me gosse un peu. Fait que la solution pour la dépendance, c'est la connexion. Ouais. Ça revient à parler un peu de tes rats. Dans l'environnement. C'est un peu ça. Par rapport à justement ce qu'on vit présentement, là, nous, on milite beaucoup plus au niveau politique parce qu'on s'acharne à faire reconnaître par le gouvernement fédéral qu'on vit une urgence de santé publique au niveau de la crise des surdoses. Les derniers chiffres de 2016 à mars 2020, on a perdu 16 364 personnes, mais là, depuis mars, là, on va friser probablement le 18 500. Les gens qui sont morts d'une surdose. Et là, avec la pandémie, on a eu la toxicité des drogues, la fermeture des frontières. Donc, la qualité de la drogue est vraiment pas bonne. Il y a tout ça aussi. Il y a plein de gens qui travaillent sur le terrain, mais c'est ça, on n'a pas assez d'intervenants. Les intervenants communautaires sont à bout, sont fatigués, il n'y a pas de financement. Puis aussi, j'ajouterais comme les docteurs, les psys, les psychiatres sont pas toujours sensibles aux enjeux liés à la toxico ou la dépendance. Là, ils sont pas... ils ont une pratique assez pointue, j'ose dire niche. Puis quand quelqu'un arrive avec un problème de dépendance, pas capable de le détecter ou ne savent pas comment accompagner la personne à travers ça. Parce que même, je pense, dans le programme de médecine, il ne passe pas un nombre d'heures important là-dessus. Il y a quelques médecins qui se
spécialisent en addiction puis en dépendance. Tu sais. Moi, je pense juste à l'équipe du docteur Marie-Avouk Goyer, qui est ici à Notre-Dame, le relais écran méthadone. Là, ils sont justement, avec la pandémie, ils ont dû changer un petit peu. Puis la ministre fédérale là, de la Santé a demandé justement aux médecins d'aller vers une prescription de substitution. Tu sais. Toi, tu parles de sobriété, tu sais, puis de... Mhm. Mais pour bien des gens, la sobriété, ça ne sera pas possible. Donc, ça peut devenir, mais tu sais, d'accompagner ces gens-là à, bon, au lieu de consommer une drogue de rue, ça va être une consommation d'une drogue prescrite, donc l'héroïne de substitution ou un stimulant de substitution, c'est dur à dire, pour éviter qu'ils meurent, tu sais. Mais une prise en charge, on voit les responsabilités, ils signent un contrat avec eux, puis ils viennent en rencontre. Puis là, ben, on voit, ben, est-ce que tu as besoin d'aide pour te loger? Est-ce que tu as besoin d'aide pour trouver un emploi? Puis, fait qu'on les prend en charge. Fait que il y a tellement peu de ressources comme ça, puis comme tu dis, au public, les listes d'attente sont... Moi, je me rappelle, avant fou, d'aller en là. thérapie, pendant 3 mois, j'ai appelé, je nommerai pas le nom, mais c'est un service public. Je suis allé côté anglophone et francophone. Puis, on m'a dit que j'allais peut-être être admis d'ici 9 mois dans un centre interne. Puis, Quand tu as besoin d'aide, c'est maintenant. moi, je suis en crise, là. Je suis en détresse. J'ai besoin d'aide. Je me rends compte que je sais pas comment vivre. Je sais pas comment être un être humain décent. Je sais pas comment être gentil aux autres. Je veux faire mal à tout le monde, et moi inclus. Puis, on me dit, dans 9 mois peut-être. Puis, reviens la semaine prochaine, on va en reparler. Puis, mais tu sais, c'est parce que là, t'es prêt, genre, à ouvrir la porte, Ouais. puis Il n'y a pas de place. ça se peut que la porte, elle referme, là, tu sais. Puis c'est Dans ça, 9 puis- mois, puis tu vas être où, tu sais. tu vas À être leur comme- défense, tu sais, c'est comme Mhm. un peu difficile de gérer quelqu'un en crise comme ça qui est comme prends-moi tout de suite, j'ai besoin d'aide. Là. Je peux imaginer, mais pourquoi ce système-là n'a pas cette capacité-là? Il y a beaucoup de stigmatisation. Tu sais. Tu disais, certains médecins qui ne sont pas portés, mais il y a aussi encore trop d'idées préconçues de la personne qui est dépendante, puis trop c'est ça, on colle des étiquettes à cette personne-là, puis on ne voit pas derrière la consommation qu'est-ce qu'il y a, tu sais, comme personne, comme individu, puis tu sais, c'est comme un cri à l'aide, puis Ouais. c'est... moi, c'est un peu comme devenu ma mission, tu sais, de mettre fin à la stigmatisation, parce que Ouais, pareil. Pareil. c'est ça. Je m'entends parler. Yeah! C'est La ça. connexion, c'est bon, ça. Ouais. Il y a du bon travail qui a été fait avec la Commission de la santé mentale du Canada Ouais. sur la stigmatisation puis l'anti-stigmatisation, puis l'éducation auprès des jeunes. Et on a vu, il y a plein de statistiques intéressantes qui sont sorties, mais je pense que c'était 50% des gens ne consultent pas justement à cause d'une peur d'être Jugé. ou d'être étiqueté d'une certaine manière. Puis cette idée-là aussi, on entend une mère dire j'ai finalement reçu un diagnostic, je comprends maintenant comment me comporter, j'ai changé certaines de mes approches avec ma fille. Good, tu sais. Puis là, il y a un autre camp qui se dit ben non, il ne faut pas étiqueter les gens, il ne faut pas les mettre dans une boîte, faut pas. C'est comme. Il y a tellement de conversations contradictoires et beaucoup de gens non éduqués qui vont se prononcer dans ces conversations-là, qui vont pas regarder justement les statistiques ou la recherche, puis finalement on se perd dans ces conversations-là, puis il n'y a jamais de conclusion finale. Tu sais. Pas de conclusion, puis pas de mesures mises en place non plus, la suite de ça. Fait que, ouais, pour revenir à l'anti-stigmatisation, c'est pour ça, il y a un mouvement qui s'appelle aux États-Unis Anonymous. Puis le legs des 12 étapes, il y a un côté qui est un peu un feeling religieux, puis qui n'est pas super bien accueilli par la population générale, souvent. Puis il y a le côté sobriété at all costs, genre abstinence totale. Maintenant, on reconnaît qu'il y a une approche réduction de méfaits et un objectif peut-être d'abstinence totale ou d'équilibre. C'est plus une approche qui fonctionne. Puis, mais il y a le côté anonyme. On n'en parle pas. On ne dit pas qu'on est allé dans ce groupe-là. On n'en parle pas nécessairement aux gens. On va vivre ces principes-là dans nos vies. On va les incarner. Puis les gens qui vibent au même niveau, qui auraient besoin d'aide, peut-être qu'ils vont être attirés vers notre lumière d'une certaine manière. Tu sais. Moi,
me penche un peu plus sur le mouvement en ce moment aux États-Unis, Anonymous. J'en parle publiquement, j'en parle tout le temps. Les gens autour de moi, c'est un peu la même chose. Si on a des invitations sur des podcasts, on en parle. Si on a des entrevues dans les médias traditionnels, on en parle. S'il y a des amis qui pensent qu'on en parle trop, ben, ils deviennent plus nos amis. J'ai le goût de lever mon doigt d'honneur puis de dire je suis désolé. Ça fait partie, dans le fond, de ce qu'on est devenu. Autant toi que moi, c'est la même chose. Moi, c'est... Ça m'inspire, ça me fait avancer, ça te donne du sens, là, aussi. Ça donne du sens à ma vie aussi, On m'a posé justement la question, est-ce que tu fais pas ça pour te déculpabiliser? Puis mon fils m'a posé la question, j'ai dit non. Puis là, j'ai dit, peut-être un peu, je sais pas. Mais tu sais, ça fait du bien, puis... Ouais. Puis même si tu le fais pour te déculpabiliser, tu sais. Ça fait partie de moi. Ça va peut-être durer un temps, mais ça. Tu sais, si c'est le moteur, mettons, de la base qui start le truc, mais après tu vis tes trucs, puis tu guéris un peu, puis tu le regardes, ben, tu sais, peu importe c'était quoi le moteur, là, tu sais, comme peu importe qu'est-ce qui t'a fait arrêter, c'est pas grave, là, c'est comme, l'important c'est d'arrêter, tu sais, fait que... après. Ouais, c'est ça, fait que c'est... Mais de mieux comprendre ma fille, je pense, ça m'apaise beaucoup, tu sais. De savoir qu'elle vivait une grande, grande souffrance, puis que peu importe ce que j'aurais fait, tu sais. Ouais, c'est un petit peu ça que j'essaie de faire comprendre aux parents qui souffrent tellement. C'est comme, tu sais, tu fais ce que tu peux avec ton enfant. Je vois souvent, par contre, des parents qui sont en codépendance avec l'enfant, qui vont enabling, comme on dit, qui vont payer ses billes, qui vont sortir du trou tout le temps. Récemment, il y a un témoignage d'une dame qui a dit non. Elle a dit à un moment donné, j'ai dit à mon fils, non, ça, je ne l'accepte pas. Fait que, tu sais, règle ça, puis je suis là quand même, je suis là pour toi, mais ça, je ne l'accepte plus. Puis elle dit, c'est drôle parce qu'elle dit, son comportement, son fils a changé par rapport à ça. Puis elle dit, non, on avance vers quelque chose. Fait qu'elle a arrêté justement de trop le prendre en charge, là, tu sais. Elle nourrissait le truc un peu. Oui, c'est ça. Puis on le voit souvent, tu sais, en traitement de la toxico, le phénomène de codépendance, que ce soit avec le parent ou avec le conjoint, ou, tu sais, ça se nourrit, là, puis... C'est ça qui m'est arrivé, moi. Ouais. C'est l'élément déclencheur pour que je, finalement, accepte d'aller en désintox, puis après ça, d'aller en thérapie pendant 3 mois. C'est ma mère qui a changé sa manière de me communiquer, tu sais. Au lieu de me dire « T'es un pour... » exactement ce qu'elle disait, là. C'était un peu flou, ces années-là, mais elle me disait des insultes, elle me disait que j'étais... le mouton noir de la famille, que je lui faisais vivre la honte, la tristesse, elle ne savait plus comment gérer cette situation-là. Puis j'étais retourné vivre pendant 1 an avec, je pense que c'était 9 mois avec elle puis mon beau-père pour me remettre sur pied. Puis à un moment donné, je suis arrivé, puis elle m'a dit « Ça suffit, c'est terminé, je t'aime, on va aller chercher de l'aide. » Puis quand elle m'a dit ça, ça a juste complètement désamorcé mon armure. Puis j'ai fondu en larmes, puis j'ai dit « OK, on y va, amène-moi, je sais pas où est-ce qu'on va aller. » Puis on connaissait très peu... de quoi faire dans ce temps-là. Fait que c'était une reconnaissance, dans le fond, de sa part de ton problème. Tu sais. C'était, elle l'acceptait. Puis elle disait, bon. Souvent, c'est ça, les parents ne veulent pas. Puis comme tu dis, il y a la honte, il y a c'est mon enfant. Mais je travaille avec l'entourage maintenant. Je travaille avec des parents. Il y a des jeunes qui ne veulent pas d'aide. Fait que je travaille juste avec la mère ou le père ou les deux. Puis on travaille justement ces schémas de codépendance-là pour changer la manière qu'ils communiquent avec leur fils ou leur fille pour aussi se protéger eux-mêmes, puis se respecter là-dedans, tu sais. Puis à un moment donné, ben, quand l'autre est plus capable de manipuler, puis plus capable d'aller chercher genre un peu d'argent ou un peu d'affection, ben la souffrance, elle augmente très rapidement, puis c'est souvent ce moteur-là qui amène au changement. Ouais, c'est fou parce que c'est du gros travail dans toutes les parties impliquées, puis tu sais, il y a un problème, mais il est comme systémique dans la famille, souvent, tu sais, dans le sens que c'est pas que la responsabilité va juste aux autres, ni juste à la personne. C'est comme toutes les personnes qui sont impliquées, il y a un travail à faire d'introspection. C'est vraiment, tu l'as dit, c'est systémique. Puis dans l'approche de traitement, c'est un peu ça qu'on doit faire aussi, de voir tous les aspects. Puis tu l'as dit, à un moment donné, c'est de détacher, faire un social reengineering, puis
de voir avec la famille, puis de travailler avec la famille. Mais tu sais, ça prend des ressources, ça prend des programmes, ça prend... C'est pas toutes les ressources ou programmes qu'ils font, ça travaille avec l'entourage. Des fois, c'est juste l'individu qui vient en thérapie, tu sais. Puis c'est nécessaire que... Moi, la manière comme on est éduqué, puis les endroits où est-ce que j'ai travaillé, c'est nécessaire que l'entourage fasse un travail en même temps, simultanément que la personne en réhabilitation. Puis il y a aussi il y a Gabor Maté que tu connais. Quelqu'un oui. Qui travaille sur le stigma, le trauma à l'enfance, puis qui travaille beaucoup avec le développement précoce de l'être humain là, à la jeune enfance, puis c'est ça le terme, c'est adversité précoce ou adverse childhood experiences en anglais. En français, ça sonne pas super bien. Bref. Il y a beaucoup d'études qui se font aussi. La recherche qui se fait à ce niveau-là. Qui finalement sont les petites cicatrices qu'on carry ou qu'on transporte jusqu'à l'âge adolescent. Puis des fois, ça n'a pas guéri, ça. Oui, on le vit. Moi, en tout cas, c'est vraiment une approche dans laquelle je crois. Parce que tantôt, tu parlais de l'approche qui est dure à nommer de cognitivo-comportementale. Puis c'est vrai que, tu sais, des fois, moi, en ostéo, tu sais, je reçois des gens qui me parlent de leur thérapie, puis qui disent, tu sais, là, je leur pose des questions, tu sais, est-ce qu'ils ont parlé de ton enfance? Est-ce qu'ils ont parlé de ta relation avec tes parents? Puis, non, ben, tu sais, c'était vraiment comme du day-to-day un peu, là, le quotidien, les schémas de pensée, tu sais, fait que là, t'es comme, il me semble que, genre, il manque de quoi. En tout cas, moi, c'est une croyance, j'imagine, que j'ai, là, tu sais, ça peut juste être une croyance, là, que d'aller réparer des anciennes blessures, genre, ça peut aider, mais en même temps, tu sais, je l'ai vécu pour moi et tout, là. Tu sais, j'étais allé régler des affaires, puis ça a réparé certaines... Personne a fondu en larmes en traitement, genre, puis qui s'est senti... non, je veux dire, ça m'est arrivé à moi, personnellement, genre, de régler... Ben, c'est arrivé aussi, là, tu sais, je veux dire, moi, je suis là pour écouter aussi, là. Je suis pas un psy, mais genre, j'écoute quand même, puis des fois, je sens que je pose des questions, puis quand que je sens qu'ils sont dans quelque chose de trop gros, ben là, souvent, je vais leur... Même quand ils sont pas dans quelque chose de gros, je les invite à trouver des ressources, les bonnes ressources, tu sais, avec quelqu'un avec qui ils connectent, tu sais, mais tu sais, moi, juste, j'en parle dans un de nos podcasts, là, genre, tu sais, on a fait un podcast dans l'épisode 23 sur toutes les relations amoureuses que j'ai eues, puis je parle de ma relation avec ma mère, mettons. Puis là, je parle de, genre, tu sais, je parle de mes défis que j'avais, mettons, de... blocage en relation. Puis là, tu sais, à un moment donné, j'ai réglé ça, ce problème-là, tu sais, en trouvant genre une blessure que j'avais eue quand j'étais jeune. Puis ça règle pas tout, mais ça, tu comprends que genre ça vient d'où, tu sais, tes blocages et tout ça. Fait que tu sais, pour moi, c'est full important de dire ou de témoigner, genre, qu'il faut aller dans ces blessures, faut s'ouvrir, faut arrêter d'avoir honte parce que nos émotions, c'est pas nous, genre, tu sais, nos émotions, tu sais, comme... Tu sais, toi, mettons, là, ton parcours, là, tu sais, c'est plus toi, là, tu sais. Tu sais, la personne que t'es aujourd'hui, c'est toi avec l'expérience, mais c'est pas toi, le toxicomane, parce qu'en ce moment, tu sais, comme... Mais en tout cas, moi, c'est ma perception. Tu pourrais peut-être dire autre chose, mais genre... Tu sais, aujourd'hui, ce qui fait que tu peux en parler, c'est que tu le vois comme quelque chose qui t'est arrivé, mais tu t'identifies peut-être plus autant à la réalité ou au stigma du toxicomane que tu pouvais le faire quand tu étais dedans, tu sais. Fait que quand tu es dedans, c'est tough en parler, mais après, tu sais, quand tu l'ouvres, puis t'en parles, puis que tu arrêtes de t'identifier, puis de te responsabiliser sur genre, OK, tu sais, je vis de la honte parce que je suis pas capable, tu sais, je blesse le monde, je fais mal, tu sais. Puis, fait que, en tout cas, moi, c'est ça ma perception, puis je trouve que c'est dans cette direction-là, j'ai l'impression que tu sais, que vous parlez que c'est systémique, mais en même temps que c'est... J'entends quelque chose dans ce que tu viens de partager qui est être humain finalement. Tu sais. On est humain. Exact. On n'est pas des fucking super-héros. On n'est pas... on est supposé d'être... nos faiblesses. Exactement. On est supposé de s'accueillir dans notre vulnérabilité puis de connecter aussi à d'autres à travers cette vulnérabilité-là. Cela dit, il faut des espaces sécuritaires pour le faire. Mais... oui, tout à fait, je pense. Et puis aussi Somatic Experiencing de Peter Levine qui fait du travail pour aller revisiter le trauma à travers les sensations physiques du corps. Puis ça, c'est quelque chose d'intéressant de son approche aussi. Quand j'ai fait un petit training, il parlait, aussitôt qu'il y a un trauma qui apparaît, il y a aussi la guérison du trauma qui existe. Tu sais. Les deux sont simultanés. Puis
Il y a souvent un blocage entre les deux. Trouver la clé. Puis c'est ça. Il faut trouver la clé. Puis pour lui, c'est souvent à travers l'expérience des sensations physiques du corps, de jumeler pensée et sensations physiques. Fait que, Fait que t'imagines-tu, nous, en tant qu'ostéopathe, Ben, je l'ai posé la question. Ouais. J'ai posé la question dans un traitement thérapeutique, un traitement ostéopathique, puis j'ai dit à Cédric Thor, qui est sur Laurier, qui s'en va en Europe, puis il est extraordinaire. J'ai dit comme, est-ce que ça arrive des fois qu'il y a des tensions à quelque part dans le corps, puis que il y a comme tu sens qu'il y a quelque chose d'embouteillé chez la personne, puis il me dit oui, totalement. Puis est-ce que des fois tu vas faire une manipulation, puis la personne fond en larmes, puis finalement dévoile quelque chose à propos d'elle-même ou de lui-même, puis partage quelque chose de vulnérable. Puis il dit oui, tout à fait, ça arrive des fois. Je suis comme yo, c'est somatic experiencing en traitement ostéopathique. Ouais, c'est sûr, tu sais, mais tu sais, là, tu parles à 2 ostéos, fait que ouais, c'est ça. On peut en parler longtemps, mais tu sais, ça m'est arrivé avant hier, là, tu sais, comme... Puis c'est pas toujours quelque chose qu'on sent comme ostéo non plus, tu sais, qu'on travaille une zone, tu sais, là, je suis arrivé, puis j'ai mis la main, tu sais, au niveau du sternum, puis là, la personne, elle savait pas qu'est-ce qu'elle avait, mais elle avait envie de pleurer, puis j'étais comme, go, là, tu sais, genre, je suis là avec toi, là, puis c'est un endroit sécuritaire, justement, puis tu sais, pleure, là, tu sais, puis là, finalement, tu sais, genre, j'étais là, genre, respire, puis essaye de comprendre ou de sentir de où ça vient, tu sais, puis là, finalement, c'est que ça se sentait comme un peu prisonnière de son travail, tu sais, comme à l'approche de la retraite, mais encore une couple d'années, mais elle est épuisée, fait que là, je suis comme, OK, ben, j'ai une amie orienteur, fait que là, tu sais, je l'envoie à bonne place, mais tu sais, c'est drôle parce que là, ça faisait 3 fois que je la voyais, puis aucun résultat jamais, tu sais. Ouais. Mais là, je disais, tu sais, on travaille pas sa cause, là. Tu sais, je peux travailler tes tensions, mais ça fait rien pantoute, là, tu sais, je veux dire. Tu sais, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus, tu sais, fait que... Ouais. Je pense que c'est ça, je pense qu'en thérapie, il faut être conscient de tout ça. Puis, tu sais, on va revenir à Gabor Maté. Justement, j'ai écouté un webinaire et il était présent, je ne sais pas comment on l'appelle en français, mais l'association des thérapies puis des traitements alternatifs, en tout cas, peu importe, qui regroupe la masso, tout ça. Il parlait justement du trauma de l'enfance et pourquoi les médecins, dans le fond, dans leur cabinet, ils n'ont jamais été entraînés à faire une écoute et dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? On n'en parle vraiment pas. Mais en 8 minutes, c'est tough, là. Aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? J'ai 8 minutes. C'est probablement ça qui manque à la profession médicale, comme on l'entend aujourd'hui, c'est cette approche-là. Et je pense qu'il y a peut-être certains médecins de famille qui, eux, ont déjà comme un peu cette propension vers, l'aide un peu plus, le bien-être de la personne, puis c'est moins, un après l'autre, là. Je ne sais pas avec la nouvelle génération de médecins si on va... Je pense qu'il va y avoir les prochaines générations, ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix. On ne peut plus ignorer justement les limites contraignantes de leurs compétences. Il faut élargir ça. Puis aussi, les intervenants en toxico, ce serait cool, comme éventuellement une certaine reconnaissance, genre qu'on peut vraiment faire un travail extraordinaire avec des gens qui ont des dépendances parce qu'on est trainé pour ça spécifiquement, tu sais. Fait que parce que là, il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas d'ordre. Il y a une association qui s'appelle l'AIDQ, mais c'est pour des formations continues. Ouais. Puis, à part ça, je veux dire, tu travailles pour... Ma première job, j'étais payé 14,50 $ dans un centre de thérapie interne. Fait que ça te donne des prospects qui ne sont pas énormes. Là. C'est ça. Fait que les gens, à un moment donné, c'est la même chose pour le travail de... Ils sont sous-payés. Ils sont, jour après jour. Imagine, tu rencontres après rencontre, c'est des gens en détresse, des gens qui sont en sevrage, des gens qui sont en train de. Ils te partagent cette charge émotive-là, émotionnelle, leur frustration, toute leur douleur, ben. Il faut que tu sois comme trainé pour accueillir ça, mais après 10 fois là, dans la même journée, puis après ça, 5 jours de suite pour ta semaine du lundi au vendredi, genre tu vas payer une personne 14,50 $ pour ça? Mais non. Ouais. Mais c'est comme si j'ai l'impression que, tu dis on n'est pas reconnu, mais c'est comme si, c'est un feeling que j'ai, mais
c'est comme si on dit, ah, tu sais, les toxicomanes, genre, tu sais, c'est comme un groupe de monde C'est dans encore un la coin, tu sais, puis stigmatisation, c'est ça, c'est mais ça. genre, mais à quelque part, tu sais, il faudrait qu'on se rende compte que, tu sais, ça peut arriver à n'importe qui, puis ça arrive à pas mal plus de monde qu'on pense, puis Ouais. le monde, ils savent pas, tu sais, comme moi, Ouais. mon truc de jeu vidéo, Ben, là, c'est ça que je tu voulais sais, dire. Je commençais à te pointer du doigt. c'est ça, comme, mais ouais, tu sais, ouais. ça dure, ça fait un mois ou deux, tu sais, puis ça m'est déjà arrivé dans le passé, fait que j'ai quand même une certaine confiance que tu sais, je le vois aussi, moi, l'impact, puis j'ai pas envie de m'en aller là, tu sais, mais genre, puis, On est tous mais à c'est ça, risque. tu sais, puis le café, ça, la pornographie, Tout le monde les est à opioïdes, risque de tu sais. dépendance. Ouais. Tout le monde a un schéma de récompense dans leur cerveau. Tu as vu Mais- avec le ouais. vidéo, là, il parle du schéma. Ben, tu l'as mentionné, le bio-neuro, là, le côté système de récompense dans le cerveau. Tout le monde l'a, ce système-là. Tout le monde est à risque de perdre le contrôle de ça. Puis à la limite, moi, j'irais jusqu'à dire que tout le monde est dépendant, là, tu sais, à quelque chose, là, tu sais, Ben, je veux là, ça, dire. C'est ça, tu parlais du café, tu sais. Ouais, mais même à ça, l'affection, Oui. l'amour, tu sais, je veux dire. Ben, là, il y a des distinctions à faire entre dépendance et mauvaises habitudes. Tu sais. Il y a quand même cette conversation-là à avoir. Est-ce qu'il y a vraiment une perte de contrôle liée à ma consommation de caféine? Est-ce que C'est ça moins a pire, vraiment. c'est ça. Ça prend beaucoup de place dans ma vie? Est-ce que j'ai des cravings? Est-ce que je suis en sevrage après si j'en consomme pas? Est-ce que ça nuit à mes relations interpersonnelles? Est-ce que ça nuit à mes finances? Fait que, tu sais, il y a ça, quand même une les critères. gradation, hein. Ouais, c'est ça. Il y a quand même une critère à regarder si ça qualifie pour une dépendance, mais ça peut définitivement le devenir, oui. Puis, tu sais, je veux dire, le café, moi, j'aurais dit la dépendance, c'est pas être plus capable physique, d'arrêter hein. quelque chose, genre, tu sais, comme. Ou de sentir que c'est un besoin qui est plus fort que nécessairement, genre, ma volonté interne, là. C'est genre, tu peux pas commencer ta journée si t'as pas pris ton café. Ouais, c'est ça. Tu sais. Avec ma blonde, là, on va en char à quelque part le matin, elle se lève, là, t'es obligé d'arrêter quelque part, là. Ouais, la mienne aussi. Et moi aussi. Bon, Oui, moi bon. aussi. Toi aussi. C'est ça. Moi, j'en Ah. bois pas de café. Non, t'en bois pas? Non, mais moi, c'est drôle parce que j'ai une drôle de relation à la dépendance, là, mais genre, moi, j'ai peur de la dépendance, tu sais. Fait que, mettons, là, quand j'avais 18 ans, j'ai fait comme. Je touche Tout le pas à ça. monde, tout le monde commence le café, là, puis là, je vois mes parents, genre, qui sont dépendants, puis je suis comme, j'ai pas besoin de commencer ça, j'aime même pas ça. Fait que j'ai jamais commencé, tu sais. C'est comme ça pour moi avec la bière puis la cigarette aussi au début. Oh Puis, shit, ça veut dire que genre, un moment donné, ça va t'es m'arriver. encore à risque. Ouais, c'est ça, mais Mais je le c'est garde. ça. Pour vraiment, là, tu sais, tu l'as dit, il n'y a pas de discrimination. Tu sais, ça peut toucher n'importe qui. Puis, des fois, quand on commence à parler de nos expériences personnelles, il y a des gens qui vont dire, ah, ben, tu sais, moi, mon gars ou Mhm. mon frère, ma soeur, ma mère, mon père est alcoolique. Tu sais, ils vont s'ouvrir. Puis là, tu te dis, ah, Il y en a, c'est ouais. beaucoup plus qu'on pense. Beaucoup plus. Sûrement qu'il y en a qui se reconnaissent aussi, tu sais, Ouais. comme. Ils font Ouais. comme, hey, tu sais, genre, ils se reconnaissent, mais ils savaient pas, tu sais. Puis là, ils allument que, hey, tu sais, genre, fuck, je suis dépendant, mais problème. genre, Ben, je le savais pas. là. Puis justement, l'anti-stigmatisation, l'idée de parler publiquement des phénomènes de santé mentale de plus en plus, je pense qu'il y a du bon travail quand même qui est fait. Là. On peut quand même reconnaître le travail des dernières années de sensibilisation, de promotion, etc. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens se réveillent plus tôt dans leur vie avec des problèmes de dépendance ou des problèmes de santé mentale en général. Se rendre compte que c'est pas normal les schémas qui se représentent dans ma vie. C'est pas normal que je réagisse comme ça. C'est pas normal que je me sente comme ça de manière régulière, tu sais. Puis, à travers ces campagnes de promotion puis de sensibilisation, mais il y a aussi, tu sais, il y a des solutions qui existent. Puis, je pense qu'on est dans la bonne direction face à tout ça, finalement, tu sais. J'ai beaucoup de critiques envers les systèmes, puis envers certains trucs dans les approches, finalement. Puis, il y a aussi une reconnaissance d'un bon travail qui a été fait de sensibilisation des dernières années. Parce que c'est ça. Moi, je me suis réveillé à 26, 27. Mon petit frère s'est réveillé à 23, 24. Mon ami Jesse à 25. Puis on est une gang de jeunes adultes dans notre communauté qui sont toutes pas mal sobres. Puis on s'est tous réveillés comme dans notre dans mi-vingtaine, fin vingtaine. Puis aujourd'hui, le travail que je fais, moi, ben c'est avec des 12 à 17 puis des 18 à 35. Fait que déjà, on leur parle de santé mentale puis de dépendance au secondaire. Puis après ça, de 18 à 35, ben c'est des gens qui me demandent de l'aide pour de l'accompagnement individuel ou de l'entourage des gens qui veulent de l'aide, finalement. Fait que c'est tout du monde entre 20 et 30 ans, là. Puis je te dirais, la moyenne, c'est genre 23, 24 dans ce projet-là. Là. OK. Ouais. Fait que si tu nous parles un peu de tes projets, mettons, concrètement, genre, tu sais,
Quelqu'un qui dit hey, moi j'aimerais vraiment ça, comme entrer en contact, mais c'était juste clarifier c'est quoi, puis comment on fait pour rentrer en contact ou en entendre parler plus. J'allais dire une joke comme Fight Club, on n'en parle pas, tu sais. Mais bon, moi, c'est un service de traitement externe en dépendance. Il y a des services internes. Tu vas être hébergé pendant un certain nombre de temps avec un encadrement. Puis il y a des services externes. Donc, les services externes traditionnels, c'est tu vas au centre ou à un différent centre, puis tu rencontres l'intervenant 1 ou 2 fois par semaine ou peut-être même plus. D'habitude, c'est 1 fois. D'habitude, même c'est 1 fois ou 2 semaines. Puis il y a des ateliers de groupe. L'idée, c'est a émergé quand je travaillais dans un centre de réhabilitation. J'avais mon local, j'avais ma belle petite chemise, j'avais mon bureau, j'avais mes dossiers, j'avais mon ordinateur. Puis je me suis rendu compte que c'était un peu froid. Ça créait une petite barrière avec les jeunes que je travaillais avec. Puis moi, je travaille avec des jeunes depuis 7 ans et demi, quasiment. Ouais, 7 ans et demi. Fait que, tu sais, ça a besoin d'être chaud, ça a besoin d'être très humain, ça a besoin de... C'est pas des concepts scientifiques, là, c'est vraiment, il faut que ça soit comme très Big Brother un peu. Puis finalement, j'ai décidé de répliquer le même système sans infrastructure. Fait que ce que j'ai commencé à faire, c'est amener mon laptop, rencontrer des jeunes dans des cafés, dans des petits restos du coin. Je suis surtout Myland, Plateau, Rosemont. Puis, finalement, de passer 45 minutes à 1 heure de conversation. Puis, vu que j'ai mon background d'entraînement physique, puis aussi maintenant méditation, bien là, je rentrais un volet méditation-mouvement. Fait qu'on s'entraînait après notre discussion. On allait faire un jogging, on prenait une marche au Mont-Royal, dépendamment du niveau ou les intérêts de la personne que j'accompagne. Puis, ça a commencé comme ça. Ça a été vraiment... de manière organique, ça s'est bâti depuis 2 ans et demi parce qu'au début, je me concentrais vraiment sur les 12 à 17 avec le camp LIF. Puis éventuellement, il y a eu des demandes d'aide de parents pour leurs jeunes, pour camp LIF, parce qu'on faisait de la promotion sur nos réseaux sociaux. Puis à un moment donné, c'est une mère avec un fils de 22 ans. Puis je lui ai dit, ben OK, je viens de quitter mon emploi à mon centre de réhabilitation. Ça faisait même pas quelques semaines. Puis, ouais, OK, je vais le rencontrer. On va voir qu'est-ce qui arrive. Donne-moi son numéro de téléphone. Je vais l'appeler. On va avoir une conversation. Puis c'était mon premier que j'allais accompagner comme ça. Je savais pas comment ça allait se développer. Puis là, depuis 2 ans et demi, c'est probablement proche de 40 familles que j'ai accompagnées à travers ce service-là. Puis je te dirais, c'est arrivé une fois où est-ce que j'ai pris des distances avec la personne en disant, ben ça fonctionne pas que ce qu'on fait en ce moment. Fait que voici d'autres ressources, puis je te souhaite bon courage dans ton cheminement. Une personne sur toutes les gens que j'ai accompagnés, tout l'entourage. Fait que ça semble bien fonctionner jusqu'à date. OK. Ouais. Fait que pour rentrer en contact avec ça, mettons qu'il y a un site web, clean27.com. Il y a mes médias sociaux. Puis, mon numéro de téléphone que tu pourras mettre associé au podcast si les gens ils veulent poser des questions. Puis là, il y a comme une petite équipe qui est en train de se bâtir autour de cette approche-là. Puis, on est en train de réfléchir. Peut-être qu'on va avoir besoin d'infrastructures finalement. On va peut-être avoir besoin d'un local pour faire des rencontres puis des ateliers de groupe. Mais en même temps, on fait des trucs online. C'est des jeunes adultes qui savent utiliser les laptops puis les Google Drive puis les emails. Fait qu'il y a du travail qui peut être fait à travers le web, tu sais. Mm-hmm. Puis, c'est ce qu'on fait aussi, tu sais. Je peux envoyer... c'est très rapide, tu sais. C'est comme une demande de service se fait à l'intérieur de 24 heures. Je peux rencontrer la personne 48 heures, là, tu sais. Puis au moins avoir le premier contact au téléphone, puis après ça, dans la semaine, rencontrer en face à face. Là. C'est très, très rapide. Puis c'est ça. Justement, les interactions avec l'intervenant, ben, c'est très rapide aussi. Tu sais. On vient d'avoir une séance on vient d'avoir une conversation. Je t'envoie genre une liste de questions pour que la prochaine fois tu arrives avec du matériel puis qu'on puisse continuer à avancer, tu sais. Parce qu'on parle d'un processus de changement. C'est pas juste genre une conversation comment tu vas aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Non, c'est comme une situation problématique, puis on veut arriver à un genre d'équilibre de vie. Fait qu'il y a comme on s'en va de point A à point B. Il n'est pas comme on chill pas, là. Il faut que ça avance. Tu comprends? Puis en même temps, ben, on suit le rythme de la personne. Mais il y a définitivement une force de motivation qui est nécessaire au processus. Là. OK. Ouais. Ben, merci pour ça. Pour ça fait plaisir. Merci. C'est vraiment cool que tu fasses ça. Puis c'est très inspirant
de voir ça, puis de voir ta flamme qui brûle dans cette direction-là. Quand j'étais ado, on avait parti un petit club de poteux, on fumait du weed tout ensemble, puis on avait parti des petits club cards, t'es dedans jusqu'à la fin. C'était TGIF, t'es dedans jusqu'à la fin. Ça m'a vraiment marqué, là, t'es dedans jusqu'à la fin, puis aujourd'hui, je transporte encore ça, je suis dedans jusqu'à la fin. Moi, je suis là-dedans. Ouais. All right, merci. Puis toi, Isabelle, par rapport à, il y a certains groupes dans lesquels tu participes, tu stops les moms. Mom Stop the Harm, c'est Okay. ça, qui est pan-canadien, mais j'ai aussi, je m'implique avec Dopamine ici à Hochelaga-Maisonneuve. J'ai un spot sur le Centre canadien des dépendances et d'utilisation des substances pour le groupe Famille, Expériences vécues et proches. Donc, on est souvent sur, par exemple, ils vont refaire des documents, fait qu'ils nous demandent notre avis, puis il y a plein de choses qui se présentent, ça, des fois, ça déboule un peu vite. Mon certificat, moi, je l'ai fait plus dans l'aspect de prévention. Je suis une ancienne enseignante au secondaire. J'ai enseigné pendant 12 ans. Tu as fait un parcours assez sinueux. C'est ça. C'est parce que j'ai décroché à un moment donné avec le système d'éducation présentement. Je trouve que c'est plate, mais c'est ça, on étouffe la flamme que les profs ont en leur donnant des grosses classes, en les aidant pas, puis le support aux jeunes. Fait que c'est ça, j'ai fait un parcours différent, mais avec tout ce qui m'est arrivé, puis avec maintenant ce que j'ai accumulé comme connaissances en dépendance, en traitement de toxico, je disais plus la prévention, mais j'ai l'intention de l'appliquer aussi ça va être ma carrière en ostéo, dans le fond, d'aller traiter plus cette clientèle-là, justement, parce que, on a une approche, puis on parlait de trauma, puis tout ça, fait que, de mieux comprendre ce que la personne vit, puis de l'accepter, puis de m'afficher comme étant une ostéo qui travaille avec les gens qui ont des problèmes de dépendance. On est tellement d'ostéos sur l'île de Montréal, il faut se démarquer un petit peu. On ne peut pas tout traiter des athlètes ou des bébés ou des femmes enceintes, mais c'est ça. Fait que je pense qu'il y a cette clientèle-là, puis je veux développer aussi probablement encore avec Dopamine, mais c'est l'approche plus communautaire, donc pro bono avec les utilisateurs du centre aussi. Fait que ça, là, avec la pandémie, c'est sûr qu'on a un petit peu ralenti par tout ça, mais il y a sûrement ça là, qui va se développer. Fait que, tu sais, mon action militante, je te dirais, c'est tellement prenant, puis la charge émotive, des fois, c'est beaucoup. Fait que là, j'ai travaillé beaucoup depuis le mois de septembre à justement essayer de prendre des distances émotives par rapport à ça, parce que à toutes les fois qu'on accueille un nouveau parent qui a perdu un enfant, là, tu te dis, oh non, un autre de plus, c'est dans notre club, puis c'est pas ça qu'on veut, tu sais, mais... Fait qu'il y a ça. J'apprends aussi à grandir là-dedans, mais de façon saine. Il ne faut pas que ça prenne trop de place, mais il faut que je sois efficace. Il ne faut pas que je néglige d'autres aspects de ma vie personnelle aussi, tu sais. Puis vers où quelqu'un qui est dans la position que tu as été, vers où tu les envoies, mettons? C'est quoi les groupes ou les... Pour les parents, ben c'est ça, on essaye de regrouper, puis là, on a, avec le groupe Facebook francophone, essayer de dresser des listes de ressources. Là, le ministère de la Santé a mis en place trouvemoncentre.com. Je ne sais pas si tu étais au courant, Jonathan. Fait que dans le fond, c'est comme un répertoire où là, on trouve toutes les ressources par région. Fait que tu as une carte interactive, puis tu peux aller voir justement pour les ressources de la famille. Ils vont te donner dans ton coin qui fait quoi. C'est difficile. Moi, c'est un petit peu ça là, que je suis en train de mettre en place puis d'essayer de trouver des ressources parce qu'au tout début, c'est comme, ben, je fais quoi pour envoyer un parent qui a besoin d'aide, tu sais? On a, nos groupes d'entraide étaient beaucoup plus en anglais, donc des Zooms en anglais, mais pour les francophones, il n'y avait rien. Fait que là, on a développé ça. J'ai mis quelqu'un en charge de ces groupes d'entraide-là parce que ça devenait un peu trop pour moi. Je ne peux pas tout faire. La gestion du groupe, la gestion de... Dans le fond, je suis représentante pour le Québec. Fait qu'il y a un paquet de dossiers politiques aussi qu'on pousse.
Fait qu'au Québec, c'est ça, je pense que Jonathan, tu pourras me laisser des références pour les familles. Il y en a une couple. Il y en a une couple, mais Il y en a j'en connais une couple. mais ils font pas beaucoup de bruit. C'est ça. C'est ça qui arrive, tu sais. Puis Ils sont déjà débordés peut-être Ouais. aussi. Là. On habite dans une ère où est-ce que, tu sais, il faut avoir une certaine stratégie de communication, tu sais. Ouais. Sinon, on se fait enterrer rapidement C'est par ça. tout du bruit un peu superflu, un peu non nécessaire. Fait que, tu sais, ces organismes-là, il faut qu'ils aient plus d'espace puis qu'ils fassent un peu plus de bruit, puis ils sont pas spécialisés là-dedans souvent. Fait que- mais il y en nous, a. on a quand même un feuillet pour les familles endeuillées. Dans le fond, on leur remet ça quand ils se joignent à nous, là, dans le fond, c'est quoi les étapes de ton deuil, puis qu'est-ce qui va se passer. Parce que souvent, avec la toxico, tu sais, si c'est une surdose, bon, ben, est-ce que, tu sais, y a une enquête criminelle qui va être menée? Il y a plein d'aspects qui, dans une mort normale, entre parenthèses, là, on n'aura pas à faire face. Donc, c'est ça. Est-ce que, tu sais, au niveau juridique, y a-t-il des choses? Fait qu'il y a des parents, tu sais, des parents qui savent même pas que leur enfant consommait, là, tu sais, puis qui, bon, on leur apprend, ton enfant est mort d'une surdose, mais c'est quoi ça, tu sais? Fait qu'on a quand même cet aspect-là. Puis on essaie toujours de connecter aussi avec les familles, tu sais, qui vivent ça. On aimerait avoir plus de ressources, évidemment. Mais, chacun vit son deuil de façon unique. Hein? C'est comme une empreinte digitale. Un deuil, c'est propre à toi. Fait que t'as beau donner des recommandations, essayer de dire des bons mots. Tu sais, chaque personne va le vivre différemment. Je vois des parents qui, après 5 ans, ont encore beaucoup de difficultés à accepter le deuil. Tu sais. Puis moi, ben, au bout de 18 mois, je suis relativement bien. Fait que chaque personne le vit différemment. Fait que, c'est d'encadrer puis de supporter ces gens-là le mieux qu'on peut, mais c'est au niveau des ressources. Puis c'est que les groupes d'entraide pour le deuil, souvent, le parent d'une personne qui est décédée d'une surdose, c'est ça, il y a la stigmatisation, le jugement. Fait que c'était comme dans un groupe ou d'autres parents endeuillés, mais d'une autre cause, tu sais, il y a cet aspect de, ben, on comprend pas tout à fait ton deuil parce que, tu sais, ton enfant se droguait. Tu sais, il y a cet aspect-là. Fait que d'avoir plus de groupes d'entraide au deuil par surdose ou par dépendance, tu sais, ça va être... Puis on le voit avec notre groupe Zoom là, qu'on fait une fois par mois. On l'appelle « Entre parents sans jugement ». C'est vraiment ça. Ça dit tout. Ça dit tout, c'est. Cool. Oh, merci. En tout cas, c'est vraiment une belle discussion. Puis moi, ça m'ouvre les yeux sur plein de choses. Puis en même temps, ça me conforte un peu dans l'idée ou la croyance que j'ai que tout part dans dedans, genre, puis que il faut aller voir ça, puis il faut l'exprimer, puis c'est de ça qu'on a parlé, qu'il faut réussir à rentrer dans sa vulnérabilité, puis le faire dans des endroits qui sont sécuritaires, puis c'est un peu ça qu'on essaie de faire dans le podcast. On parlait un peu avant le début de qu'est-ce qu'on voulait dans le podcast, mais c'est qu'on est conscient que on a nos problèmes internes, puis que c'est pas toujours encouragé d'en parler, fait que nous on veut comme en parler, puis après ça en parler, mais des fois, il y a une panoplie d'outils qui sont différents, qu'on peut utiliser pour grandir. Fait que c'est un peu ça qu'on fait. On en parle de plusieurs sujets différents. Fait que avec la dépendance, ben, on rentre dans un aspect qui est présent dans chaque personne, selon moi. Fait que j'étais content qu'on en parle aujourd'hui, puis que ça peut juste ouvrir des portes sur certaines personnes. Puis d'en parler, hein, c'est le premier pas vers la guérison. Parlez-en. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que moi, j'ai parlé de mon truc de jeu vidéo. Ouais. Oui, puis il faut pas banaliser. Hein, non, on en parle, puis on en rit un peu, mais il faut pas banaliser, puis ça peut devenir un réel problème. Là. La cyberdépendance, c'est un thing. Il y a des centres de réhabilitation que pour la cyberdépendance. Exact. Puis cyberdépendance, écran, souvent, ben, on va parler de pornographie à quelque part là-dedans. C'est ça, exact. Ça, on n'en parle pas, puis on n'en a pas full parlé aujourd'hui. Peut-être que je trouverais un spécialiste pour ça, juste ça spécifiquement. Quelqu'un en anglais. Okay. Juste français à vous. Ouais. Ben, il y en a en français, il faut juste chercher. C'est ça. Ouais. All right. Hey, merci à vous deux. Pour vrai, c'était vraiment
un plaisir de vous entendre parler avec ouverture et authenticité de vos parcours puis de votre chemin, puis continuez votre belle mission. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Jonathan, merci Au revoir. Isabelle.